On a un texte aujourd'hui qui, à première vue, parle juste de course à pied. Oui, en surface, c'est ça. Mais en fait, c'est bien plus. C'est une histoire incroyable sur la liberté, sur comment on peut la trouver dans des contextes de contraintes absolues. Vraiment. Alors la source, c'est un extrait de Courir de Jean Echenoz. Le décor est posé tout de suite. On est à Brno, sous occupation allemande, et la Wehrmacht organise une de ses premières initiatives. Une course de cross-country. Exactement. Et la participation est, je cite, assez obligatoire pour les jeunes du coin, dont notre personnage principal, Émile. Et c'est là que tout l'enjeu se dessine. Notre objectif, en quelque sorte, c'est de décortiquer la relation très complexe, très contradictoire qu'Émile va développer avec cette course. Comment une obligation, une épreuve, peut devenir une passion, voire une forme de résistance intime. Ça commence très très fort avec cette fameuse course de 9 kilomètres. L'atmosphère est tout de suite très lourde. Ah oui, ce n'est pas un événement sportif joyeux, c'est une démonstration de force. Et la description de la ligne de départ, c'est d'une violence symbolique incroyable. Et Schnoz a un talent fou pour ça. Oui, en quelques mots, il peint un tableau qui dit tout. Il y a une opposition totale. C'est ça. D'un côté, il décrit les, je cite, jeunes Allemands, sélection allemande athlétique, élancée, arrogante, impeccablement équipée. Le cliché parfait. Complètement. Il ajoute même tous pareils dans le genre Übermensch. Le mot est lâché. On a la machine de propagande en marche. Et de l'autre côté. C'est le contraste total. C'est terrible. Une bande de Tchèques faméliques et dépenaillés, jeunes paysans hagards en caleçon long ou vagues footballeurs amateurs mal rasés. C'est brutal, quoi. Et c'est précisément le but, en fait. Le but n'est même pas la compétition. C'est l'humiliation. C'est une mise en scène du pouvoir pour dire « Voilà la nouvelle hiérarchie. Voilà qui sont les maîtres et voilà qui vous êtes. » Le sport devient un outil politique. Une cérémonie de soumission, avant même le départ. Exactement. On imagine la pression. Le texte dit qu'Émile n'est pas là de gaieté de cœur, forcément. Il est juste un corps parmi d'autres. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a un grain de sable. Un imprévu. Le résultat. Le résultat. Contre toute attente, Émile termine troisième. Troisième. Derrière deux de ses surhommes. C'est un exploit. Mais ce qui me frappe, c'est sa réaction. Ou plutôt son absence de réaction. C'est ça. Le texte précise qu'il le fait sans s'en apercevoir et en dépit des Ariens. C'est comme si son corps avait agi tout seul sans que son esprit ne soit vraiment là. C'est une observation très juste. Il est complètement dissocié de l'événement. Pour lui, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une revanche, c'est juste la fin de la corvée. Il n'est pas entré dans leur jeu. Il ne leur a pas donné cette satisfaction. Non, ni sa haine, ni sa joie. Il a juste exécuté la tâche. Et c'est peut-être ça, sa première forme de résistance, le refus de participer mentalement. Son esprit reste inviolé. Et ce détachement est si profond que lui, il ne réalise même pas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a vu. Ah ouais, l'œil de l'expert. Celui de l'entraîneur du club local. Lui, il ne voit pas la politique. Il voit un chrono, un style de course, certes très bizarrement, mais il voit un talent brut. C'est lui qui va planter la graine. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Oui, parce que cette transformation, Émile la refuse au début. Quand l'entraîneur l'approche, il dit non. Il fait semblant que ça ne l'intéresse pas. Ses camarades trouvent ça bizarre. Il se cache. C'est un double jeu qui commence, c'est le terme parfait. Publiquement, il garde cette façade de désintérêt. Courir, non, pas plus que ça. Il refuse que cette activité imposée entre dans sa vie sociale. Mais en secret, En secret, c'est une toute autre histoire. complètement. Le texte nous le révèle juste après. Il court, mais seul. La nuit, dans la forêt, un lieu qui est, je précise, défendu. Donc il transgresse un interdit. C'est énorme. Ça change absolument tout. La course qui était publique, imposée, devient privée, choisie et clandestine. La solitude, c'est la rupture avec le regard des autres. La nuit, c'est la rupture avec le temps social. Et la forêt est défendue, C'est la reconquête d'un espace. c'est la reconquête d'un espace. Cet endroit interdit devient son seul territoire de liberté. C'est un acte de réappropriation totale. Il prend l'outil de son oppression et le retourne complètement, mais dans le secret le plus absolu. Et ce secret est fondamental. S'il en parlait, l'acte serait récupéré. Ça deviendrait un geste politique. « Ah, tu t'entraînes pour battre les Allemands !» Mais ce n'est pas ça qu'il cherche. Il se construit un jardin secret, une citadelle intérieure. Et le texte marque bien ce basculement. Il y a cette phrase si simple,
L'imprévu, c'est que bientôt ça commence à lui plaire. Le dégoût se transforme en propre plaisir. C'est le cœur du réacteur psychologique. Ce passage du subi au choisi, l'effort physique, la douleur, tout ça c'était associé à l'humiliation. Maintenant, ça devient des marqueurs de son autonomie. C'est son effort, sa douleur. Il est seul maître de son corps. Et en protégeant ce secret, il préserve l'authenticité de l'expérience. Le texte dit « il aime mieux ne pas en parler à qui que ce soit ». Ce n'est plus le sport de l'occupant, c'est sa course à lui. Exactement. Et c'est pour ça qu'il peut ensuite gagner d'autres courses, facilement même. Le moteur n'est plus extérieur. Les victoires deviennent presque des conséquences anecdotiques de cette passion intérieure. C'est vrai. Et alors qu'il commence à gagner, on pourrait s'attendre à une ambiance plus glorieuse. Mais non, Echenose nous emmène sur le lieu de son entraînement, le stade de Zlin. Et Là, on est très loin de l'image d'Épinal. C'est presque un décor apocalyptique. c'est incroyable. C'est une zone industrielle et fort laid. Le stade est coincé dans une usine électrique. Le vent, il chasse la fumée des cheminées. La piste est recouverte de suie et de poussière. On peut presque sentir la crasse. Ce paradoxe est d'une puissance folle. Le lieu où il cultive sa liberté est un environnement hostile, pollué, laid. Ça refuse toute vision romantique du sport. C'est une fleur qui pousse sur un tas de charbon, en fait. Exactement ça. Il ne trouve pas la beauté dans le décor. Il la crée par son propre mouvement, au sein même de la laideur. Sa passion ne dépend donc pas des conditions extérieures. Elle est purement intérieure. Et ça nous amène à la phrase finale de l'extrait qui est La clé de tout pour moi. « Ah, cette phrase est magnifique. Après ce portrait terrible du stade, Echenose écrit « Émile commence à bien l'aimer aussi, ce stade, l'air lourd qu'on y respire est quand même bien plus pur que celui de l'atelier. » Comment un air lourd de suie peut-il être plus pur ? » C'est tout le génie du texte qui est là. La pureté, ici, n'est pas une qualité chimique, c'est une qualité existentielle. La clé est dans la comparaison. Plus pur que celui de l'atelier. Voilà. L'atelier, c'est le lieu du travail contraint, de l'aliénation. C'est un temps et un espace qui ne lui appartiennent pas. L'air de l'atelier, même sain, serait psychologiquement vicié. C'est l'air de la soumission. Alors que l'air du stade, L'air du stade, aussi pollué soit-il, est l'air de la liberté. C'est l'air de l'effort choisi. La souffrance, la douleur, c'est une souffrance qu'il s'inflige à lui-même, pour lui-même. C'est un effort libérateur. un effort choisi, même dans la saleté, est plus pur qu'un confort subi. C'est une idée. C'est une idée très puissante. L'air du stade est pur parce qu'il est l'air de l'autodétermination. Donc si on résume, on part d'une course-spectacle, un outil de propagande, pour arriver à un homme qui trouve une forme de salut personnel dans un stade industriel délabré. Le principal enseignement, je crois, c'est vraiment le pouvoir de la réappropriation. Le texte nous montre comment une contrainte extérieure peut être vidée de son sens pour devenir une source de liberté intérieure. La résistance d'Émile, elle n'est pas frontale, elle est intime, physique. Et silencieuse. Il ne court pas contre les autres, il court pour lui-même. C'est toute la différence. Toute la différence. Il ne cherche pas à changer le monde qui l'entoure, il change son rapport à ce monde. Il se crée une poche d'air respirable, même si cet air est objectivement vicié. Ce qui suggère, au fond, que la liberté ne dépend pas toujours de notre environnement, mais peut-être bien plus de l'espace mental qu'on arrive à y construire. Émile a trouvé le sien sur une piste de cendres. Absolument. Et pour finir, ça ouvre une réflexion qui nous concerne tous, je pense. On peut se poser la question, dans nos propres vies, quelles sont nos contraintes? Quels sont nos ateliers? Ces lieux, ces obligations qu'on subit. Exactement, où l'on a l'impression de respirer un air qui n'est pas le nôtre. Et à l'inverse, où pourraient être nos stades? Ces espaces imparfaits. Voilà, ces espaces peut-être imparfaits, difficiles, même laids, mais où, par un acte de volonté, par le choix d'un effort qui n'appartient qu'à nous, on pourrait, malgré tout, trouver un air plus pur à respirer.